Bon, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous, puis bienvenue pour ce court-circuit. C'est un événement organisé par Tesla RP. Puis ça promet une conversation assez autant riche en fait que très condensée, parce que comme son nom l'indique, c'est très court. Donc, c'est 15 minutes montre en main. Alors, bienvenue à tous et un petit rappel peut-être pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois. Vous avez la possibilité de poser vos questions. On va les prendre si le temps nous le permet, mais si jamais on manque de temps, je m'engage en fait à vous répondre même après l'événement. Alors n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire grandement plaisir. Puis aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, on accueille parmi nous Monsieur Michel Robert, qui est en fait le président et chef de la direction du groupe Robert. Bonjour. Bonjour, oui, ça va bien? Oui, ça va très bien et vous? Merci encore d'avoir accepté de participer à ce court circuit. On a vraiment très hâte d'échanger avec vous aujourd'hui sur l'industrie du transport routier et le développement durable. Je pense qu'on va beaucoup en apprendre et on va ressortir avec pas mal d'idées innovatrices pour l'industrie. Peut-être avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter brièvement le groupe Robert. Le groupe Robert, ça fait plus de 75 ans qu'il a fait de sa spécialité, de la logistique, sa spécialité, pardon. C'est devenu un leader incontournable d'une entreprise familiale qui a été fondée en 1946. Le groupe Robert aujourd'hui couvre l'entièreté du territoire nord-américain. Et puis, c'est le cas de le dire, il opère d'impressionnantes infrastructures. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. À sa tête, effectivement, Michel Robert, qui a pu suivre l'évolution de l'industrie du transport routier de très près, qui l'a vu s'adapter aussi et qui a participé, grâce à son leadership, à sa transformation. Parce que ces dernières années, l'industrie a quand même fait face à de nombreux défis, puis pas des moindres, parce qu'on parle avant tout du développement durable. Alors c'est ça, on a hâte de voir ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que l'industrie du transport routier a été critiquée pour être surconsommatrice des carburants fossiles. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les carburants alternatifs, les pratiques assez innovantes qui sont mises en place, on aspire à un avenir un peu plus durable. Voilà, je pense que ça va être un bel échange autour de cette thématique. Alors, sans plus tarder, peut-être commencer avec la première question. Le plan pour une économie verte 2030, c'est la première politique cadre d'électrification et de changement climatique au Québec. Comment, en fait, le groupe Robert s'est intégré là-dedans? Bien, bonjour tout le monde. En fait, je pense que le groupe Robert s'intègre parfaitement dans la nouvelle politique et un peu la vision du gouvernement du Québec au niveau de l'électrification des véhicules, puis un peu la conversion des véhicules, puis amener l'industrie des camions lourds à d'autres types de carburants. La technologie, par contre, du côté des camions lourds, la technologie est encore en développement. On ne peut pas dire que demain matin, on a des véhicules qui sont prêts à parcourir toutes les routes du Québec puis avec tous les défis qu'on a, puis les distances qu'on a à parcourir au Québec. Fait que c'est un défi. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tard, mais au niveau du réseau, de la capacité des batteries, de l'autonomie des batteries, le coût des véhicules également, la disponibilité pour avoir des bornes, puis même dans nos infrastructures actuelles, c'est un défi. Fait que on est prêt, comme on dit. On attend que la technologie nous arrive. On fait des tests prochainement dans différents concepts puis différents types de véhicules. Mais je pense que globalement, on est prêt. Nos équipes sont prêtes. Amenez-nous la technologie. On est prêt à l'utiliser. Oui, on l'entend très bien. Je pense que c'est effectivement, c'est beaucoup de, je dirais, c'est des défis, mais où il y a aussi la volonté d'aller de l'avant et la volonté de vouloir en faire plus. D'ailleurs, cette volonté, vous l'avez depuis 2007 parce que en 2007, en fait, vous avez obtenu la certification Smartway. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça vous est venu? Ben, en fait, SmartWay, c'est un programme qui a été dessiné ou qui a été créé par l'EPA américain qui est venu un peu consolider un peu toute l'information au niveau des flottes, au niveau de la consommation de carburant, l'économie de carburant,
faire du benchmarking, donner les meilleures pratiques d'un camionneur à l'autre. C'est quelque chose qui est venu regrouper. Et puis quand on est rentré membre de ça, bien, on a réalisé que beaucoup de choses, qu'on faisait beaucoup de choses de notre côté, puis on avait commencé, même si la technologie n'était pas à l'époque où elle l'est aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses qu'on avait faites au niveau de la flotte avec des camions plus aérodynamiques. C'était une préoccupation qu'on avait. Tous les déflecteurs sur les remorques. Aujourd'hui, on est rendu avec des jupes latérales, mais avant ça, on avait des déflecteurs avant sur les remorques. On a été parmi les premiers à utiliser la télémétrie dans les véhicules pour suivre un peu le comportement de nos chauffeurs et voir comment on pouvait améliorer le tout, des fois par des bonnes pratiques. Et puis, je pense que l'énergie, c'est peu importe que ce soit du carburant, du diesel, de l'essence, de l'électricité, du gaz naturel, bien, il faut tous apprendre à l'économiser puis à y faire attention. Donc, c'est ce qu'on a fait au début avec le programme SmartWay. Par la suite, on en parlait un petit peu plus tard, mais on a fait l'investissement des camions GNL en 2011-2012. Et puis SmartWay, ben, c'était à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, on parle plus nos clients nous parlent de plus en plus de nos rapports ESG, puis comment on travaille au niveau de l'environnement, puis qu'est-ce qu'on fait. Fait que de plus en plus, les gens veulent en savoir plus sur nos initiatives. Puis souvent, je ne vous dirais pas que nos clients sont prêts à payer plus cher parce qu'on est certifié et tout, mais je pense qu'ils veulent s'assurer que tous leurs fournisseurs ont des programmes communs au niveau de la gestion de l'environnement. Donc, on peut dire qu'il y a en effet un souci maintenant commun de faire mieux. Donc, même au niveau des personnes qui vont aller justement vers des fournisseurs, on va s'assurer qu'ils suivent en fait les bonnes pratiques, les bonnes directives, qu'ils appliquent des pratiques en fait innovatrices pour arriver vers un avenir plus durable. Je vous Puis dirais que justement, par rapport... je peux juste Oui, ajouter, Wissal, là-dessus, je vous dirais que c'est une tendance, le phénomène des normes ESG, puis d'apprendre à se mesurer. C'est une tendance qu'on a vu arriver de l'Europe avec nos clients européens, des grands noms, je ne les nommerai pas, mais des grandes firmes européennes qui sont établies en Amérique du Nord, et eux avaient cette notion-là des normes ESG au préalable. Donc, ce sont eux qui nous ont introduits à ça. Puis aujourd'hui, ben, dans les différents appels d'offres avec les clients qu'on travaille ici en Amérique du Nord, de plus en plus, les gens nous parlent de ESG, puis c'est un peu l'historique de ça. mais c'est vraiment très intéressant. Puis justement, vous aviez mentionné que vous vous êtes doté d'une flotte de camions à GNL en remplacement justement du diesel. Quels ont été les avantages que vous avez tout de suite remarqués? En fait, lorsqu'on a fait l'investissement, c'est un investissement majeur qu'on a fait en 2011-2012, environ 130, 140 camions, je n'ai plus le chiffre précis, mais et c'est quelque chose qui était, on a créé de toutes pièces le réseau avec Énergie, Gaz Métro à l'époque, Énergie aujourd'hui. Donc, ils appelaient ça la route bleue et le réseau était à bâtir. C'est un peu comme aujourd'hui avec l'électrification. Tout le réseau était à bâtir. Donc, ce qu'on a l'avantage du gaz naturel, que ce soit en mode liquide ou en mode compressé, nous, c'est en mode liquide parce que pourquoi? On vient le compresser davantage et il vient nous donner une plus grande autonomie pour les véhicules. Donc, on peut parcourir des distances plus élevées avec du gaz naturel liquide que le gaz naturel compressé. Et pour nous, à l'époque, ben, on s'en souvient, dans ces années-là, le prix du carburant était très, très élevé, possiblement à peu près les mêmes niveaux qu'aujourd'hui. C'était une question de stabilité de prix. Naturellement, les prix étaient moins chers à l'époque et encore aujourd'hui, le gaz naturel liquide est moins cher que le diesel, mais aussi une plus grande stabilité, moins grande volatilité, moins grande fluctuation. C'est pas parce qu'il se passe quelque chose au Moyen-Orient ou peu importe où, partout dans le monde, puis soudainement, on le voit à la pompe, les gens jouent avec ça. Le gaz naturel a des courbes plus stables. Et fait que donc, c'est quelque chose qui était, pour nous, qui était plus facile à gérer. Un point non négligeable, puis qui a fait aussi pencher en cette faveur-là, c'est les camions gaz naturel liquide émettent entre 25 et 30 de moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule diesel qui fait exactement le même travail et qui parcourt les mêmes corridors. Donc, ça, c'est quelque chose à ne pas négliger quand on fait cette conversion-là. C'est des camions qui sont ultimement plus propres pour l'environnement. Malheureusement, l'aventure du GNL pour nous se termine cette année avec les camions
sont vraiment en fin de vie et il n'y a aucune technologie de disponible actuellement pour retourner au gaz naturel liquide en Amérique du Nord. Fait que donc, on va faire tranquillement une transition. Malheureusement, on doit retourner au diesel. Je pense qu'on fait un pas en arrière puis peut-être mieux sauter prochainement, mais on reçoit un camion au gaz naturel compressé au cours des prochaines semaines avec la nouvelle motorisation Cummins avec des 15 litres qui nous permettent de tirer. Le modèle 15 litres, c'est plus technique, mais nous permet de tirer les charges un petit peu plus importantes, puis c'est plus propice aux charges qu'on transporte ici au Québec puis en Ontario. Puis fait que c'est pour ça qu'on y va vers cette technologie-là, mais c'est dommage, mais le gaz naturel liquide, on va devoir défaire nos installations avec gaz métro, avec énergie, puis passer à une nouvelle technologie. Oui, mais comme vous dites, c'est reculer pour mieux rebondir par la suite. Puis en même temps, vous recevez en tout cas une autre technologie aussi dont vous allez pouvoir vous servir dans les prochaines semaines. On a hâte de voir d'ailleurs ce que ça va donner. Est-ce que vous avez déjà fait un test? Vous allez tester ce camion en premier? On avait quelques camions de l'ancienne génération, puis on reçoit un camion qui va être le premier moteur 15 litres va nous être livré dans quelques semaines. Donc, je vais pouvoir vous en dire plus d'ici quelques semaines. Ah, ben, ce serait super. Puis je pense qu'on a vraiment hâte de savoir comment ça va fonctionner. Outre le fait que vous utilisez des carburants alternatifs, vous optimisez aussi les déplacements de vos camions. Ça fonctionne comment? Est-ce que vous faites affaire avec de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une pratique plus maison? Bien, on a commencé avec un système de répartition et d'optimisation qui est maison. C'est un système qu'on a développé depuis une quinzaine d'années et on a fait toutes les programmations nous-mêmes avec notre équipe de développeurs. Et puis, on a lancé une initiative il y a environ 12 mois avec CGI pour automatiser toute la planification et l'optimisation des routes. Donc, on est là directement avec l'intelligence artificielle. On a vu les premières livrées de ça. C'est vrai, c'est très, très prometteur et ça ne remplacera pas l'humain à 100%, mais ça va venir suggérer à nos humains qui sont là puis qui font un travail de coordination entre les besoins de nos clients puis notre flotte, de réellement optimiser en temps réel. Fait que donc, en tenant compte des heures de service de nos chauffeurs, en tenant compte de la météo, en tenant compte d'un paquet de paramètres qui sont des fois difficiles pour l'humain à gérer en temps réel. Et l'intelligence artificielle devrait nous apporter ça. Fait que donc, on y travaille depuis plusieurs mois. Qui dit intelligence artificielle, c'est pas si tu ne fais pas ça en claquant des doigts. C'est un long processus, mais on devrait avoir la première version de notre outil d'ici 3-4 mois, en fait, là, et on a bien hâte de mettre ça en test puis de mettre ça dans le cœur de nos opérations au quotidien. Fait que donc, c'est vraiment à suivre de ce côté-là, mais je pense que c'est une technologie qu'on va devoir apprendre à apprivoiser, mais qui est très, très portrice, puis qui, ultimement, va faire une meilleure planification, puis qui va, si on sauve par une meilleure planification, ben 3 4 5 de millage ou de kilométrage sur une route, ben c'est majeur à la fin de l'année au niveau de l'optimisation de nos routes et l'optimisation de notre carburant. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille absolument beaucoup. Absolument, absolument. Je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est un long chemin, c'est une longue route, mais c'est une route qui en vaut le détour, en fait, parce qu'on voit vraiment l'apport, en fait, assez rapidement. Puis d'ailleurs, c'est peut-être une question qui va faire écho, mais c'est une question qu'on a reçue par rapport aux enjeux de main-d'œuvre. Est-ce que vous craignez que les enjeux de main-d'œuvre pourraient impacter un éventuel virage technologique? Ben, en fait, le manque de main-d'œuvre, on le vit au quotidien, puis on le vit au niveau de nos flottes de camions. C'est sûr qu'on n'est pas encore rendu à l'ère de l'autonomie, puis ça, c'est un autre sujet. Puis je pense que l'autonomie des véhicules lourds va peut-être arriver là, après les véhicules de promenade. Et lorsque c'est un choix de société, là, puis il va falloir accepter que
que la machine, des fois, peut se tromper, puis qu'il va arriver possiblement des accidents. Fait que c'est un débat de société, ça, mais on pense que l'autonomie va arriver peut-être d'ici 7 à 10 ans au niveau des camions lourds. Puis oui, la main-d'œuvre est un défi quotidien. On est en train de travailler dans notre réseau d'entreposage, de l'automatisation, puis tout ce qui est des tâches répétitives, on essaie de remplacer ça, mettre de l'automatisation, parce que oui, le défi de la main-d'œuvre, on l'a vécu de manière intensive dans les dernières années pendant la pandémie, mais c'est quelque chose qui va se perpétuer pour les prochaines années puis les prochains 10 ans. Donc, on ne peut pas arrêter puis on ne peut pas dire, bon, ben, c'est correct, je suis OK aujourd'hui en main-d'œuvre. Il faut regarder ce qui se fait en termes d'automatisation à tous les secteurs, que ce soit des tâches administratives, des tâches dans des entrepôts, un peu partout. Fait que, on n'a pas vraiment le choix. Oui, absolument. Puis finalement, c'est aussi une réalité qui impacte pas nécessairement seulement votre secteur, mais c'est un peu répandu un peu partout, à travers tous les secteurs, tout le monde le ressent. Peut-être une dernière question, je sais que le temps file, il est déjà 17, puis, alors on va bientôt terminer le court-circuit, mais laissons-nous sur cette dernière question. Hem, Quelles sont selon vous les grandes tendances, en fait, du développement durable pour votre industrie? Ah, les grandes tendances, ben écoutez, une chose est sûre, c'est le gaz naturel est là pour rester. Fait que donc, nous, on va migrer vers des camions tantôt au gaz naturel compressé. Ça, c'est certain, on n'a pas le choix. Puis c'est quand même une technologie qui est très, très intéressante et qui nous amène des réductions immédiates au niveau des gaz à effet de serre. Deux, l'électricité s'en vient. Je dis bien s'en vient parce que faut apprendre à vivre avec le monde de l'électrification. Pour ceux qui ont des voitures électriques à la maison, ben, vous le voyez, il faut toujours planifier un petit peu d'avance. Ben, c'est la même chose pour nous, camionneurs. Souvent, on travaille sur 2 quarts de travail. Fait que donc, la planification des recharges, la planification des réseaux va être super, super importante. L'électrification amène son lot de défis aussi. Pour l'instant, comme on dit, le réseau pour les camions lourds est inexistant. Donc, ça, c'est un grand, grand défi qu'on a. Même nos infrastructures électriques dans nos propres bâtiments, dans nos propres terminaux, ne sont pas adéquats. Et les délais via Hydro-Québec pour obtenir de la capacité additionnelle, on parle de plusieurs mois. Le poids des véhicules, les gens n'en parlent pas, mais les véhicules électriques peuvent peser jusqu'à 6 à 7 000 livres, donc environ 3 000, 3 500 kilos de plus qu'un camion standard. Donc, ça ne sera peut-être pas pour toutes les commodités qu'on va pouvoir transporter à moins que les gouvernements nous donnent des tolérances sur les poids transportés. Fait que, il reste beaucoup à bâtir au niveau de l'électrification. Juste pour vous donner une idée, une voiture de promenade a environ 75 kW d'autonomie de batterie. Les nouveaux Ford Lightning qu'on voit un peu partout, à peu près 130 à 140. Un camion, pour faire une autonomie de 300 km actuellement, on parle de batterie de 400 kW. Fait que donc, imaginez quand on arrive à des chargeurs, la capacité de jus qu'il faut mettre dans les batteries, c'est énorme. Fait qu'on ne peut pas juste penser à des petits chargeurs, des 50 ou des 100 kVA. Il faut penser à des 250, 300, 350. Donc, pour se donner une capacité de recharge importante, le coût des véhicules est très, très dispendieux. On parle de presque 600 000 pour un camion lourd électrique. Fait que donc, c'est 2,5 fois le prix d'un véhicule diesel. Fait que ça, c'est un de nos grands défis. L'hydrogène va être possiblement une option, mais encore là, il faut bâtir le coût. Le réseau, le coût est encore plus dispendieux pour l'instant que les véhicules électriques. Et l'utilisation puis la manipulation de l'hydrogène en fait un produit très, très, très difficile à transporter et très dangereux. Donc, on va devoir y penser. Fait que donc, je pense qu'on va possiblement parler de camions hybrides, ce que actuellement, ça n'existe pas. On n'a pas ça des camions hybrides de notre côté. Électricité, diesel, on n'a pas ça. Ou électricité, gaz naturel, on n'a pas ça non plus. Fait que je pense qu'il pourrait y arriver une question d'hybride, de véhicules hybrides au cours des prochaines années qui viendraient nous aider à atteindre des régions qui vont être difficilement atteignables si on irait juste en électricité. Mais au niveau de l'électrique, on a quand même décidé de faire
un saut. On a quand même 11 camions qui s'en viennent, 11 camions neufs qui s'en viennent, 5 pour des mouvements locaux très, très précis pour des clients qui voulaient tester la notion électrique. Et on va avoir 6 camions gareurs pour notre cours de Boucherville qui vont arriver au printemps, à l'automne prochain. Donc, l'année 2023 pour nous va être une année de transition et une année d'apprentissage au niveau de l'électrique, puis également au niveau du GNC. Fait que donc, on a bien hâte de voir les nouvelles technologies qui s'amènent, puis voir s'ils vont être aussi prometteurs qu'on en entend parler. Absolument, et on a hâte de voir aussi la suite pour vous, nous, de notre côté. Comme on le disait, beaucoup de défis, mais aussi une très grande volonté d'aller de l'avant et d'assurer un avenir plus durable. Alors, merci beaucoup, Monsieur Robert, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour votre temps. Merci à tous ceux qui se sont joints aujourd'hui. Et comme on le dit toujours, rendez-vous pour un prochain court-circuit. Alors, encore merci pour tout, Monsieur Robert. Merci, bonne fin de journée à tous. Bonne Merci. fin de journée.